Bien, je vais commencer. Donc, quand Gérard nous a envoyé son invitation à Pierre et à moi, nous avons compris que le mot-clé de la journée, c'était théorie et pratique. Donc, on a essayé de prendre notre sujet de prédilection. Pardon? Non, je pense que c'est bon, hein. Ok. Donc, ouais, mais là, ça me touche les lèvres, alors. Donc, je reprends donc. Quand Gérard nous a envoyé l'invitation pour cet exposé, nous avons compris que les mots-clés principaux, c'était théorie et pratique. Donc, on a essayé d'étudier quels étaient les aspects pratiques de notre sujet de prédilection, c'est-à-dire la théorie des types, et en particulier, lorsqu'on cherche à mettre la théorie des types en action, il faut utiliser un système, et celui sur lequel nous avons travaillé principalement, c'est le système Coq. Donc le grand avantage de la théorie des types, c'est que à la base, c'est issu du lambda calcul, essentiellement du lambda calcul typé. Donc il ne faut pas se remonter à 1936, mais à 1940 pour voir cette proposition de Church. Et à partir du lambda, dans le lambda calcul typé, ce qu'on trouve, c'est la possibilité de mettre dans le même langage les programmes, les propriétés qu'on attend de ces programmes, et les preuves que ces programmes vérifient les propriétés. C'est-à-dire que les programmes sont des propriétés. Les programmes et les preuves sont essentiellement des objets de même nature, et donc on arrivera à tout mettre ensemble et à utiliser les types pour ça. Non mais, moi j'ai un retour, je l'entends. Donc, ce que je vais montrer dans le travail ici, c'est comment on utilise les types. Donc, en fait, c'est dans le transparent suivant. Et je finirai l'exposé par une représentation d'un exemple de développement utilisant Coq. En l'absence de Pierre, je vais utiliser un sujet sur lequel j'ai travaillé personnellement. Pierre voulait vous montrer un travail qui travaillait plutôt sur la théorie des ordinaux, mais je n'aurai pas la possibilité de vous le montrer parce que, au fond, j'y comprends pas grand-chose. Bon, ça répond pas. Donc, je l'ai déjà expliqué, le point clé pour le langage que nous utilisons, c'est la possibilité de mettre ensemble les programmes, les propriétés et les preuves que les propriétés sont satisfaites. Tout ça, ça utilise le langage des types pour établir les correspondances. Le point de vue qui est important, c'est que la vérification est faite par l'ordinateur. Donc la partie la plus fastidieuse de s'assurer qu'on ne fait pas d'erreur, cette partie-là, elle est prise en charge par l'ordinateur. L'exemple qui a été cité par Gérard un peu plus tôt, l'exemple du compilateur CompCert, c'est un exemple qu'on peut utiliser pour illustrer ça. Au fond, l'algorithme auquel on s'intéresse dans un compilateur, c'est l'algorithme qui fait la traduction d'un langage à un autre. Et pour être capable d'exprimer que cet algorithme est correct, il faut disposer de moyens pour décrire quels sont les langages d'entrée et les langages de sortie. Donc ça, c'est fourni aussi dans le développement complet. Le langage C, ou du moins la variante du langage C telle qu'elle est utilisée dans le compilateur, est décrite dans le langage Coq, et les langages assembleurs cibles, parce qu'en fait maintenant le compilateur CompCert travaille sur beaucoup
machines avec des machines cibles différentes. Ils sont tous fournis complètement décrits dans le système COC. La propriété qui est garantie par la preuve, c'est que les comportements des programmes en entrée et en sortie sont conservés. Et on trouve à l'intérieur de ce compilateur différentes phases d'optimisation qui ont toutes été soit la façon dont l'optimisation fonctionne a été prouvée correcte, soit on dispose d'un programme sur le côté qui vérifie pour chaque optimisation effectuée que l'optimisation est correcte. Donc, par exemple, sur une phase initiale du programme, on peut se poser le problème de l'allocation des registres. Pour l'allocation des registres, on utilise des algorithmes qui peuvent être très, très compliqués. Sur certaines phases de l'allocation des registres, on peut faire des preuves de correction, comme par exemple Bernard Serpette, qui est dans cette salle, en a fait une avec deux autres personnes de l'équipe Concert, Laurence Rideau et Xavier Leroy, pour faire ça. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour un coût de développement qui est au fond comparable à celui des autres compilateurs, on arrive à un programme qui, en utilisant une méthode d'étude indépendante, celle fournie par l'approche C-Smith dont Gérard a parlé, on arrive à montrer que la qualité du compilateur qu'on obtient est meilleure, la fiabilité est meilleure. Donc, je vais maintenant vous expliquer, lorsqu'on essaie de mettre cette théorie des types en pratique, quelles sont les choses qu'on a besoin d'ajouter. Et donc, en particulier, ce que je vais essayer d'expliquer, c'est que la théorie, c'est vraiment le noyau du dessin qu'on voit actuellement, c'est la vérification des types. Et pour arriver à fabriquer des preuves d'un impact aussi fort que ce qu'on voit avec CompCert, il faut faire un travail supplémentaire, et l'avantage d'un système comme COC, c'est d'être capable de fournir tous les outils supplémentaires pour ces tâches en plus. Donc, au fond, si vous vous interrogez sur ce que fait le typage pour vous, en fait, c'est un peu comme une approche d'abstraction sur les données, c'est être capable de donner les informations de forme, diminuer le niveau de détail pour être capable de faire plus de raisonnement. Ça correspond ici en fait à ce que je voulais montrer par cette illustration, c'est l'idée d'avoir des codes de couleurs sur les fils dans un montage électronique. C'est-à-dire, on sait que sur un certain fil, certains types de données doivent circuler, et donc les codes de couleurs permettent de s'assurer qu'on va faire envoyer les données de bon type aux outils qui doivent les recevoir. Et en fait, la raison pour laquelle la théorie des types permet de faire les vérifications en même temps que la programmation, c'est parce que les théorèmes sont essentiellement la même chose que des programmes. Ils prennent en entrée des hypothèses qui doivent être vérifiées, et ils produisent des faits qui sont garantis. Et s'ils n'ont pas les garanties en entrée, ils ne sont pas capables de produire les résultats en sortie. Donc de ce point de vue-là, c'est cette logique de consommation de faits et de production de faits qui est similaire avec la logique de programmation, où on reçoit des données, on en produit de nouvelles. Et le fait de s'assurer qu'on va donner à un théorème une preuve de l'hypothèse qu'il attend vraiment, eh bien ça relève de la discipline de typage. Donc le langage tel qu'il est implémenté dans COC, on va l'appeler le calcul des constructions inductives. La partie calcul des constructions proprement dite, elle a été inventée en 1984 par Thierry Coquan sous la responsabilité de Gérard Huette. En fait, d'après ce que je comprends, c'est un workshop organisé par Gérard que la première présentation a été faite.
pour rendre ce langage, donc au départ c'est un langage qui avait déjà des capacités de programmation intéressantes, mais c'est un peu comme le lambda calcul pur, on peut faire beaucoup de choses, mais il faudrait réimplémenter beaucoup de ce qui existe dans les ordinateurs. Pour s'approcher un peu plus des capacités de la programmation usuelle, il fallait ajouter une possibilité de raisonner par récurrence et d'avoir des données qui ont les possibilités de raisonnement par récurrence. Et ça a été ajouté par Christine Paulin-Moring en 93. Donc Christine a aussi fait une présentation sur les systèmes de preuves en 2015. Si vous voulez avoir un complément de la présentation, ça peut valoir le coup d'aller le voir, parce que la sienne est beaucoup plus ouverte sur l'ensemble des systèmes de preuves en général. Donc le point clé pour justifier la figure que je vous ai montrée plus tôt, pour dire qu'autour du noyau de vérification des types, on a besoin de plusieurs couches, le point clé, c'est que écrire les preuves dans le langage compris par le vérificateur de type, c'est très très complexe, très difficile, très fastidieux, et en fait trop laborieux pour un utilisateur. Et donc c'est ça qu'on va essayer d'éviter. On va essayer de fournir à l'utilisateur le moyen d'aller plus vite, de ne pas avoir à tout écrire lui-même. On va fournir soit des moyens pour dire on va écrire des programmes sur le côté qui vont fabriquer tous les termes de preuve, et où on va donner la possibilité à l'utilisateur de donner seulement le squelette et par l'utilisation d'heuristiques ou par l'utilisation de l'interaction, à voir que le système coq remplisse les trous qui viennent autour de ce squelette. Donc ces deux approches ont été implémentées dans le système coq au fur et à mesure des années. Quand moi j'ai commencé à utiliser ce système au début des années 90, au fond il n'y avait que le côté fabriquer des petits programmes qui, eux, fabriqueront les preuves pour vous. Donc ce qu'on appelle des tactiques. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, on s'est dit, mais on pourrait aussi utiliser des choses qui marchent déjà très bien en pratique dans les autres langages avec type, comme les systèmes d'inférence. Et donc ça correspond à la deuxième partie. Un système d'inférence de type, ça fait fondamentalement, son boulot, c'est de remplir des trous dans le terme que vous êtes en train de construire. Et comme le langage des types de coq est un peu plus complexe que celui des langages de programmation comme Camel ou Haskell, les questions qui se posent dans cette phase d'inférence sont plus complexes. Et donc c'est pour ça que j'utilise le terme d'élaboration. Pour vous aider à fixer les idées, j'ai préparé une petite illustration. Donc on va d'abord regarder ce qui se passe à gauche sur ce dessin. En fait, je veux faire une preuve, donc tout à l'heure, au sommet de mon dessin, j'ai un énoncé que je veux prouver, et cet énoncé pourrait être prouvé par un certain théorème. Donc je vais appeler une commande qui va dire, à laquelle je vais dire, essaie d'appliquer un théorème à cet endroit-là, et cette commande va dire, oui, je sais fabriquer une ébauche de preuve qui va correspondre à ce triangle bleu, mais dans la partie basse de ce triangle, il reste des choses à faire, donc je vais appeler une autre commande ensuite. Et ceci, je le fais étape par étape. Appeler une autre commande qui va dire, moi, je sais encore remplir des étapes. Et puis, on avance comme ça jusqu'à ce qu'au bout d'un certain temps, on estime qu'il n'y a plus rien à faire. Et enfin, ce n'est pas une question d'estime, c'est on est capable de vérifier que toutes les hypothèses qui étaient attendues ont toutes été vérifiées. Donc ça, c'est la façon de travailler quasiment à 80% du temps pour les gens qui utilisent Coq. Une approche alternative, c'est celle qui consiste à dire je vais tout de suite donner l'ensemble de la formule qui correspond à ce que je cherche, mais pas en donnant tous les détails, en donnant uniquement la structure. Donc la structure, je la représente par cette espèce de fil de fer, et le système avec lequel j'interagis, en regardant sa structure, il dit ben, moi je sais remplir ces différentes feuilles. Et en fait, là j'ai fait 2 dessins très séparés, mais sur ces 2 dessins, le remplissage des
qui a lieu sur la partie droite, en fait, il peut être fait en utilisant la même mécanique de tactique qui existe dans la partie gauche. Donc, ce que vous voyez là, c'est un peu le travail quotidien des utilisateurs d'un système de preuves. J'essaie de fabriquer des preuves qui sont des assemblages de théorèmes, et soit j'écris tous les assemblages de théorèmes entièrement, en fait c'est pas ce que je montre sur cette figure, soit j'appelle des commandes qui vont me faire le travail morceau par morceau très vite pour moi, c'est ce qu'on appellera les tactiques, soit je fournis un squelette et le système va m'aider à remplir le squelette. Donc ça c'est un des aspects du passage de la théorie à la pratique, c'est que si on restait au niveau de la théorie, ce travail de fabriquer mes assemblages de théorèmes devrait être fait entièrement à la main, et ça peut prendre un temps énorme. Il reste que, bon, j'ai eu des discussions avec d'autres utilisateurs, l'approche qui correspond à faire de l'élaboration ici, c'est fondamentalement ce qui est fait dans un système qui s'appelle Agda, qui est très proche de Coq du point de vue de la théorie, et qui est très séduisant pour des gens qui connaissent déjà la programmation dans les langages typés. Ce que j'aime avec l'approche de Coq, c'est que, bien sûr, on peut suivre cette idée de squelette, mais de temps en temps, on peut aussi avoir envie de faire appel à des tactiques qui vont faire des travaux de preuve très avancés pour vous. Oui, c'est ça. En particulier, je pourrais demander, on peut jouer un jeu assez enrichissant qui consiste à comprendre les algorithmes qui sont utilisés pour faire des preuves automatiques, les décrire dans le système Coq lui-même, et ensuite utiliser ces algorithmes, puisqu'on les a décrits dans le système Coq, pour faire les preuves directement. Donc l'image que j'ai voulu essayer d'utiliser pour cette illustration, c'est l'idée que on décrit dans le système Coq le processus et les algorithmes qui sont utilisés pour faire les preuves. On prouve que ces algorithmes sont corrects. Et dès qu'on a cette preuve sous la main, on se munit de la mécanique qui consiste à percer un trou dans la carte pour trouver du pétrole. Il faut avoir cette étape magique qui consiste à dire que ce qu'on a modélisé, le modèle sur lequel on a travaillé, est assez riche pour être injecté dans la preuve qu'on veut faire et être utilisé directement. Donc je vais vous montrer un exemple pour ce type de démarche. Lorsqu'il a parlé des problèmes de satisfiabilité, Gérard a montré des exemples de formules booléennes dans lesquelles on avait des connecteurs logiques et ou et négation. Si on réduit le problème à un problème beaucoup plus simple, dans lequel au lieu d'avoir des et, des ou et des négations, on n'a que des équivalences, alors en fait le problème devient très très simple. Une formule est toujours valide. Je ne me pose pas la question de la satisfiabilité, je me pose la question de savoir si elle est vraie, quels que soient les choix de valeur des variables. Elle est toujours valide si chaque variable apparaît un nombre pair de fois dans la formule, quelle que soit la façon dont les équivalences sont organisées. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas très très difficile de prouver. On ne va pas le faire maintenant, je n'ai pas le temps de vous montrer ça. Mais on voit bien que là, je prends une formule logique, je décris un processus sur cette formule qui consiste en fait à regarder cette formule comme un objet d'un langage arbitraire. J'oublie carrément que les connecteurs que je regarde sont des équivalences. Je me contente de vérifier que les seuls caractères que je vois sont des noms de variables, des symboles d'équivalence et des parenthèses, et puis que la syntaxe est respectée. Et après, je compte le nombre de variables, et une fois que j'ai... Pour chaque variable, je compte le nombre d'occurrences, et une fois que j'ai vu qu'elles apparaissent toutes un nombre pair de fois, eh bien, je sais que cette formule est correcte. Donc cet algorithme-là, je peux le prouver en Coq, et puis je peux, dans Coq,
si je vois apparaître une formule qui a cette forme-là, dire je vais juste appliquer cette méthode. Et donc l'algorithme va être appelé, et la justification que appeler cet algorithme et faire confiance au résultat suffit sera donnée par le fait que j'ai fait la preuve que l'algorithme est correct. Donc là, je vous ai sorti cet exemple-là parce qu'il est facile à comprendre, mais au fond, on l'utilise pour d'autres aspects des mathématiques. En particulier, quand on a beaucoup de formules qui utilisent des additions, multiplications de nombres, on sait qu'on est dans une structure d'anneaux, et on sait que la décidabilité de l'égalité dans les structures d'anneaux est facile à décrire par un algorithme, et on peut avoir besoin de ce genre d'outils, et ils sont fournis en standard dans le système Coq. Si on utilise ce genre d'outils, on a besoin du coup que toute la description de l'exécution dans le langage de Coq lui-même devienne beaucoup plus efficace que si on voulait seulement simuler plus lentement des calculs effectifs. Donc une des allées d'amélioration du système Coq qui a été étudiée depuis 2002, ça a été d'ajouter dans le système Coq des moyens pour que toute l'exécution du lambda calcul soit de plus en plus rapide. Donc ça se fait soit en établissant une correspondance entre le calcul de Coq et la machine virtuelle qui était fournie pour le langage OCaml, soit en utilisant directement la compilation native. Donc je vous montre ici quelques-uns des travaux qui ont été faits dans ce sens-là. Et puis je l'illustrerai à nouveau dans l'exemple de preuve que je fournirai à la fin. Donc, vous voyez, dans cet aspect de passage de la théorie à la pratique, en théorie, on a seulement besoin d'être capable de faire un calcul symbolique sur qu'est-ce que c'est que de provoquer une exécution dans le lambda calcul. En pratique, on a besoin que cette exécution du lambda calcul puisse avoir lieu assez rapidement parce que du coup, on a un phénomène d'accélération de notre travail de preuve qui est vraiment très important. Donc là, je vous ai parlé justement à l'instant de l'exemple des structures d'anneaux. Quand on a des opérations d'addition, de multiplication et avec des éléments neutres et des choses comme ça. Donc, ce sont des choses pour lesquelles les gens qui ont travaillé dans le domaine de la réécriture savent qu'on a de très bonnes procédures de décision. Ce qu'on voudrait, c'est disposer de ces procédures de décision de façon systématique. Et puis, de manière générale, ce n'est pas seulement profiter des procédures de décision, c'est aussi profiter des théorèmes généraux qui peuvent s'appliquer, qui peuvent s'instancier pour plusieurs fonctions. C'est là qu'on voit l'importance dans la théorie des types que, en fait, on a fait vraiment de la preuve sur des structures d'ordre supérieur. Et faire de la preuve sur des structures d'ordre supérieur, ça veut dire être capable de reconnaître qu'un nouvel ensemble de données ou un nouveau type de données correspond à une structure qu'on va reconnaître, être capable de reconnaître que les opérateurs jouent des rôles similaires. Et pour faire tout ce travail-là, tout un effort a été fait dans le système Coq pour permettre la modularité dont Gérard a d'ailleurs parlé lorsqu'il a fait son panorama des langages de programmation. Donc actuellement dans le système Coq, il y a 3 systèmes de modularité qui cohabitent. Et je pense qu'il y a encore pas mal de recherches à faire sur ce sujet pour qu'on arrive à faire une meilleure synthèse des techniques de mélange entre ces différentes approches de modularité. Ce qui est surtout important, c'est que ces approches de modularité, elles doivent être déclenchées au moment où le système, si je retourne en arrière à ce dessin, au moment où le système cherche à remplir les feuilles autour du squelette, en fait, c'est à cet endroit-là, dans cette étape-ci, par exemple, le triangle vert qui apparaît le plus à droite, en regardant l'écran,
ce triangle, il peut avoir été ajouté justement parce qu'on a reconnu à cet endroit-là que la preuve allait utiliser une structure une structure de données qui correspond à une instance d'un cas plus général. Donc qu'il y ait intégration entre le mécanisme d'élaboration et le mécanisme de structuration est une nécessité, et c'est un des sujets de recherche actuellement autour du système Coq. Donc une fois qu'on dispose de ces mécanismes de structuration et de ces mécanismes de preuve, alors on est capable de fabriquer des très grandes bibliothèques de résultats. Et au fond, j'essaie régulièrement d'avoir une réflexion stratégique sur qu'est-ce qui pourrait amener. Je suis fondamentalement convaincu qu'il faut avoir de plus en plus de preuves sur le logiciel. Et je pense que d'avoir un langage qui soit fort pour le faire, c'est très important. Mais après, quand on essaie de comprendre quel est le succès des autres langages de programmation, par exemple, pourquoi est-ce que Java a aussi bien marché pendant une longue période, c'était surtout parce que lorsque les gens allaient utiliser Java, ils savaient qu'ils allaient bénéficier de nombreuses bibliothèques. Et en fait, je pense que ce qui est important pour Coq aujourd'hui, c'est d'avoir cette capacité à agréger de très nombreux développements organisés en bibliothèque pour que les nouveaux arrivants sur le sujet puissent bénéficier de travaux faits par d'autres. Donc, on aime bien citer les travaux sur la théorie des langages de programmation. Concert est un résultat fantastique, mais il faut bien voir qu'en fait, avec Coq, on est capable d'aborder des sujets qui vont bien au-delà de ça. Donc, on est capable de faire des preuves aussi sur des systèmes d'exploitation. C'est fait à l'université de Yale, par exemple. On est capable de faire des preuves sur des problèmes de calcul numérique. Sylvie Boldo et Guillaume Melchion à Orsay viennent d'écrire un livre uniquement sur l'utilisation de Coq pour les preuves autour du calcul numérique. Et en particulier, l'illustration que j'essaie de montrer en troisième dessin sur la droite, celui où on voit une oscillation sur un trait. En fait, c'était pour vous montrer la propagation d'une onde le long d'une corde. Ce genre l'algorithme qui décrit cette propagation d'onde. Donc on est ici à l'interface entre la simulation numérique et la programmation en C et le calcul en nombre flottant. Eh bien, ce genre de choses, on est capable de le décrire à l'intérieur de Coq. Pour l'instant, je ne suis pas capable de prédire que ça va avoir un impact pour la fiabilité du logiciel de demain, d'être capable de faire ça, mais les techniques qu'on développe pour ceci pourront aussi être utilisées pour, par exemple, faire une étude formelle du traitement du signal. D'ailleurs, un travail qui est déjà commencé dans l'équipe de Sylvie et Guillaume. Donc on peut aussi s'intéresser à la cryptographie. Par exemple, Dominique Bolignano, quand il était chez Bull en 1996, avait déjà travaillé sur des protocoles d'échange commerciaux. Il y a des résultats très récents qui ont été publiés à l'Université de Washington sur des vérifications de systèmes de programmation distribués. Et puis, j'ai participé avec Georges Gontier à des travaux plutôt sur des formalisations de mathématiques. Et ces travaux sur la formalisation de mathématiques qui portent sur la théorie des groupes peuvent avoir un impact aussi sur la programmation distribuée et puis très probablement sur le calcul numérique et les capacités en description de l'interaction du monde physique avec l'informatique. Par exemple pour des questions de géométrie, ce que j'ai essayé de montrer avec ce petit dessin. Donc je vais conclure cette partie sur l'organisation du système Coq avec une note qui prolonge cette discussion sur les bibliothèques. Si on essaie de voir maintenant dans quel pays dans le monde Coq est utilisé, on arrive à peu près à cette cartographie. Bon, c'est un peu triché, hein, parce que si je connais une personne à Saint-Pétersbourg qui
qui fait du coq. Alors je vais pouvoir mettre en bleu pratiquement la moitié de l'Eurasie. Donc, en connaissant 2 personnes, j'ai réussi à colorier en bleu la Chine et la Russie, ce qui est vraiment sympa. Donc, c'est ici que normalement j'aurais conclu ma partie de l'exposé, et je vais passer maintenant à vous décrire un exemple de preuve fait avec coq. C'est normalement Pierre qui aurait fait cet exposé, donc je profite qu'on ait un petit moment pour une pensée pour lui, pour qu'il se rétablisse bien, et puis on va continuer. Donc l'exemple que j'ai choisi pour illustrer cette problématique de passage de la théorie à la pratique, c'est celui du calcul des décimales de pi. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que pi, c'est un nombre réel. Et en tant que nombre réel, en fait, c'est assez loin de la pratique de l'informatique. Les gens qui font des mathématiques avec les nombres réels ne se posent pas la question de savoir si on sait si deux nombres sont égaux ou pas. Ils le sont ou ils ne le sont pas, pas de souci. En informatique, en fait, il y a un problème théorique assez fondamental, c'est qu'il n'existe pas de moyen de représenter les nombres réels qui garantit qu'on saura toujours comparer deux nombres en regardant leur représentation. Donc les nombres réels sont par définition des limites. Enfin, par définition, ça dépend de l'approche qu'on prend, mais dans une façon usuelle de décrire les nombres réels, ce sont les limites de suite de Cauchy. Et comparer deux nombres comme ça qui sont des limites, ça demanderait en fait qu'on regarde à la limite infinie de ces suites, est-ce qu'elles coïncident toujours, ou est-ce qu'elles sont toujours assez proches l'une de l'autre. Et ça, c'est une impossibilité pour l'informatique parce que ça demanderait un calcul infini. Donc ici, on va toucher du doigt le fait qu'en théorie, on raisonne sur les nombres réels sans se poser la question des difficultés que ça peut poser pour l'informatique. Et en pratique, si on veut vraiment faire un calcul, alors on doit se confronter à cette limitation. Et donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer. On doit se concentrer à cette limitation parce qu'on a un temps fini avec nos ordinateurs et aussi parce qu'on a une mémoire finie. Donc d'abord, la première question qu'on peut se poser, c'est quelle est la définition de pi ? Et cette question a une réponse assez ancienne, puisque dès l'Antiquité, on savait calculer pi, on savait calculer des approximations de pi. Archimède avait fait l'exercice, donc j'ai fait mes transparents un peu au pied levé, alors j'ai pas eu le temps de vous montrer. Ce que je voulais faire, c'est un hexagone inscrit dans ce cercle. J'ai pas eu le temps de le faire. En fait, ce qu'Archimède a fait, c'est qu'il a pris un hexagone inscrit dans le cercle, et puis après, il a augmenté le nombre de côtés. Il a multiplié par 2 le nombre de côtés, il a fait ça 4 ou 5 fois, et puis à la fin, il avait un polygone suffisamment proche du cercle pour couvrir une grande partie de sa surface, et il a calculé la surface de ce polygone. Et ça lui a donné une approximation très proche. Dans les mathématiques du XXe siècle, en fait, la définition qu'on donne à pi est plutôt reliée à l'exponentielle, et en particulier aux fonctions sinus et cosinus, qui sont des points clés de la fonction exponentielle. Donc si on prend la fonction sinus x avec cette définition-là, en fait, pi, c'est tout simplement la première racine positive, strictement positive, de la fonction sinus. Mais on sait très bien relier les deux définitions parce que, avec la naissance du calcul infinitésimal, le calcul intégral et tout ça, on sait très bien montrer que calculer la surface comprise entre l'axe horizontal et le demi-cercle, et ça nous mène bien jusqu'à la fonction arcsinus, et donc on va bien trouver la même valeur. D'ailleurs, j'ai fait cette preuve formellement en coq il y a déjà 5 ou 6 ans.
On aime bien utiliser, enfin dans la langue naturelle, ça me semblerait tout à fait simple, naturel, de dire je vais calculer pi. Mais en fait, calculer pi, ça n'a pas beaucoup de sens. On ne calcule pas pi, on calcule une approximation de pi. Si vous utilisez une calculette, vous tapez sur la touche pi, ben vous allez avoir quelque chose qui ressemble à pi, mais à ce que vous avez appris comme étant les premières décimales. Mais c'est tout. C'est juste une approximation qui est calculée. En coq, puisqu'on est en train de parler de faire des choses de façon précise et exacte, la valeur de pi, c'est pi. Et ça n'a pas beaucoup on n'a pas beaucoup plus de sens de chercher ça. Si on essaie de simuler ce qu'on fait avec une calculette, en fait, ce qu'on veut faire, c'est obtenir une approximation. Et donc, avec le coq, avant même mes expériences, on sait déjà faire ce travail. Voici l'interaction qui vous permet, en utilisant coq, de vous convaincre que vous savez approximer pi jusqu'au centième près. Alors, si je veux calculer beaucoup de décimales, en fait, ce que je voudrais calculer, c'est un nombre entier qui soit, mettons, la partie entière de pi multiplié par 10 puissance grand N, où N serait le nombre de décimales qui m'intéresse. Et si je m'intéresse uniquement à la énième décimale très éloignée, ça veut dire que je veux seulement ce grand nombre entier modulo 10. Alors ce calcul-là, on sait le faire, on ne sait pas vraiment le faire pour 10, on sait le faire si la base qu'on utilise, c'est 16. Il y a une formule qui a été publiée en 1997 pour faire ce boulot, mais ce n'est pas ça que je vais vous montrer. Ce que je vais vous montrer, c'est une méthode pour calculer pi fois 10 puissance n, la partie entière de ce nombre. Alors, accrochons-nous au siège, parce que maintenant on va faire un peu de mathématiques. Si vous prenez deux nombres A0 et B0, vous pouvez faire la demi-somme de ces nombres, c'est la moyenne arithmétique. Vous pouvez faire la racine carrée de leur produit, c'est ce qu'on appellera la moyenne géométrique. Et en fait, ces deux nombres-là, la moyenne arithmétique est toujours plus grande que la moyenne géométrique, si vos deux nombres étaient positifs au départ. Et vous pouvez recommencer le procédé. Et ces deux nombres se rapprochent l'un de l'autre assez vite. Et la valeur que vous obtenez, on va appeler ça f de x pour la suite de mes transparents, c'est ce qu'on appellera la moyenne arithmético-géométrique des deux nombres. Et ces deux nombres se rapprochent vraiment très très vite l'un de l'autre. C'est-à-dire que le nombre de chiffres communs double à chaque tour. Surtout si on commence avec une valeur 1, avec A0 qui est 1 et B0 qui est x, qui est vraiment ce qui nous intéresse ici. Et en fait, cette technique était connue par Gauss, et ils avaient trouvé que c'était un bon moyen pour calculer les intégrales que j'ai écrites en bas. C'est-à-dire qu'on voit bien que on va vers une valeur à droite où le AN et le BN vont en finir par être égaux. Et ça devient très facile à calculer. L'intégrale à droite, c'est pi. 1 sur pi. Non, c'est pi sur f de x ou quelque chose comme ça. Il faudra regarder les papiers pour s'en convaincre. Bref, c'est pour ça que j'ai dessiné une petite ellipse dans le haut à droite de mon transparent. Alors, une fois qu'on sait ça, avec quelques études en plus, des études qui ont toutes été faites au début du 19e siècle, on arrive à comprendre que pi peut être obtenu en calculant f au point 1 sur racine de 2 et sa dérivée également. Alors, dans le transparent précédent, je vous ai montré comment on définissait AN et BN. On voit bien que A0 et B0, leurs dérivées sont faciles. Et puis on peut facilement déduire les dérivées de AN et BN des dérivées de AN-1 et de BN-1. Et donc on va arriver à faire tout ça. Et à la fin, l'algorithme pour calculer pi qu'on va utiliser, il est entièrement synthétisé dans l'avant-dernière ligne de ce transparent. C'est-à-dire qu'on va commencer avec racine carrée de 2. On va calculer yn plus 1 en fonction de yn avec la formule que j'ai donnée à la deuxième égalité. On va commencer avec z1 qui est égal à racine carrée de 2. Et puis on va avoir une autre formule pour calculer zn plus 1. Et pi, la propriété centrale qu'on avait là-haut, eh bien, elle se transcrit dans la propriété qui est en bas. Il y a quelques calculs à faire, mais tous ces calculs-là sont vérifiables. Et donc on a une méthode qui nous permet de calculer
de calculer des approximations de pi grâce à ça, basées principalement sur des calculs algébriques. Alors cette méthode-là, on peut aussi prouver qu'elle a un taux de convergence qui est décrit ici. Alors j'ai pris 531 parce que c'est une façon courte d'écrire une borne qui est obtenue à partir de 1 et racine carrée de 2 et des choses comme ça. Alors ce qui est intéressant avec cette ligne, c'est que elle nous dit, c'est elle qui nous dit que le nombre de chiffres connus double à chaque tour. C'est-à-dire qu'au premier tour, vous allez obtenir les chiffres qui correspondent à la petite boîte verte. Au deuxième tour, vous allez doubler votre précision, donc vous allez avoir les chiffres aussi qui sont dans la petite boîte rouge. Au troisième tour, vous aurez les chiffres qui sont dans la boîte bleue. Et puis au quatrième tour, vous aurez ceux qui sont dans la boîte marron. Et vous pouvez imaginer que, comme ça, on va aller très très vite, très très loin. Donc si on veut faire le jeu de calculer un très très grand nombre, on n'aura qu'à calculer quel est le bon n avec ça. J'y reviendrai. Donc pour faire toutes les preuves que je n'ai pas montrées dans mes transparents précédents, je vais avoir besoin de parler de faire en coq des preuves qui parlent d'intégrale, des preuves qui parlent de convergence uniforme, des preuves qui parlent de limite et de dérivée et tout ça. Et donc pour faire tout ça, je n'ai pas fait ça à partir de zéro, à partir des principes de base dans le système coq. J'ai utilisé le fait que Sylvie Boldo, Catherine Lelay et Guillaume Melchion avaient mis en place une bibliothèque qui couvrait tous ces aspects. Et en fait, leur travail reposait déjà sur une grande bibliothèque qu'on appelait la bibliothèque des standards des nombres réels, qui était développée à la fin des années 90 dans le système coq par Michaela Maiero et son nom m'échappe, je crois que c'est Bruno Demetre. Donc pour moi, en fait, j'ai cette épreuve que d'habitude quand je fais des mathématiques, ça se grave dans ma mémoire et je suis capable de répéter les preuves que j'ai faites. Mais là, j'ai fait toutes ces preuves-là en suivant pas à pas une composition du CAPES et je suis incapable de me souvenir de ce que j'ai fait. À tout moment, je me reposais sur coq pour vérifier que je ne m'étais pas trompé en termes de rigueur. Et puis pour ce qui est d'avoir un plan vers lequel... d'habitude, quand je fais une preuve en mathématiques, j'ai un plan. Donc c'est ça qui fait que je m'en souviens. Mais là, je n'ai pas fait l'effort de fabriquer le plan moi-même, parce que j'ai suivi celui qui était fourni par une composition du CAPES en 1995. Donc, je ne crois pas, parce que la question de Gérard, c'est est-ce que Coq a eu son CAPES et la composition, c'est une composition de 5 heures, et il m'a fallu quand même 3 semaines. Donc, ni moi, ni Coq n'avons le CAPES. Donc, je vais m'arrêter là pour ces aspects de calcul avec les nombres réels. Vous voyez bien, je parle de calcul avec les nombres réels, mais aucun d'entre vous n'a un ordinateur dans lequel on calcule avec des nombres réels sous la main. Donc, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Je pense qu'il existe des bibliothèques de calcul réel exact. Ici, ce que j'ai voulu faire, c'est non pas simuler une de ces bibliothèques de calcul réel exact, mais voir comment je ferais si je voulais simuler tous ces calculs en utilisant des nombres entiers. Donc il faut bien voir que je vais utiliser dans mon ordinateur des représentations finies des nombres qui m'intéressent, donc en particulier des représentations finies des racines carrées que je suis en train de calculer. Et c'est un peu comme essayer d'approcher le centre d'une cible avec un tir de flèche, mais aucune d'elles n'est jamais réellement à l'endroit voulu. Donc, ce qui va se passer, j'ai déjà une preuve qui me dit que j'ai des approximations successives de pi qui, si je faisais tous mes calculs de façon parfaite, ne seraient déjà que des approximations de pi, parce que tous les nombres que je considère sont des nombres algébriques, et pi n'est pas un nombre algébrique. Mais en plus de cela, à chaque étape de mon calcul, je vais faire des imprécisions, et il va falloir que je sois capable de quantifier toutes ces imprécisions. Et donc c'est ce que j'essaie de vous écrire à partir de maintenant.
Donc, en pratique, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de calculer avec une certaine valeur, je vais calculer avec le nombre entier qui représente la partie entière de cette valeur multipliée par un certain multiplicateur. Donc ici, le multiplicateur, c'est 10 à la puissance 10 puissance 6. Tout ça, c'est parce que je veux 1 million de décimales. Donc, je veux calculer racine carrée de 2 fois 10 à la puissance 10 puissance 6. Je veux calculer y1 avec le même multiplicateur, puis pi1, et ainsi de suite. Donc, quand je vous ai expliqué que le nombre de décimales doublait à chaque tour, en fait, au tout départ de la formule que je regardais ici, le carré vert, le point 0, c'est la formule ici, c'est 2 plus racine de 2. Si on regarde bien, 2 plus racine de 2, c'est 3,4 quelque chose. Donc, ce n'est pas tout à fait 3,14. C'est pas ça on n'est pas une approximation fantastique. Mais si vous y réfléchissez bien, 4, c'est plus petit que 5. Et donc, on est déjà, le premier bit est correct. D'accord? Donc, le premier bit est correct. Au deuxième tour, on en a 2. Et puis, au 20e tour, on en a 1000. Au 10e tour, on en a 1000. Et au 20e tour, on en a 1 million. D'accord? Un peu plus de 1 million, puisqu'on avait déjà un peu plus de 1000 au 10e tour. OK? Donc c'est ça que je vais faire. Je vais faire tous mes calculs avec mes nombres qui sont des parties entières. Et puis je vais essayer de quantifier toutes les erreurs. Alors, en fait, je sais que l'erreur que je fais quand je fais une division, elle est inférieure à l'unité. Donc elle est inférieure à 1 sur le multiplicateur. Et donc, j'ai fait tout ce travail-là. C'est des travaux de preuve en plus. Alors ça, ce n'était pas dans la composition du KPS. Et j'arrive à un résultat final qui est que la valeur que j'obtiens au bout du compte, sous un certain nombre d'hypothèses raisonnables, la valeur que j'obtiens au bout du compte, elle se déplace. Elle est garantie d'être à l'intérieur d'un intervalle dont la taille croît proportionnellement au nombre d'étapes que j'ai faites. Donc ici, on voit, si pour n égale 20, eh ben, ça veut dire que mon erreur elle est inférieure à 400 ou 450 ou 500, enfin à peu de choses près. Et donc, j'ai perdu 4 chiffres au grand maximum. C'est remarquable. En fait, ça vient du fait que l'algorithme que je regarde, il a des propriétés de compensation qui sont assez belles. Mais bon, on n'aura pas le temps d'entrer dans les détails. Donc ça, c'est le premier passage de la théorie à la pratique. Maintenant, je suis capable de vous décrire ce calcul, ce grand calcul, comme un calcul avec des nombres entiers. Alors, ce qui est admirable avec le système Coq, c'est que le calcul avec des nombres entiers, il existe parfaitement dans Coq. On peut parfaitement demander à Coq d'additionner 2 nombres à 100 chiffres. Il n'y a pas de souci, il le fait, comme disait Gérard, on tape ton chariot, on a le résultat. À 100 chiffres, ça va. À 1 million, c'est un peu plus dur. Donc si je veux vraiment monter jusqu'à 1 million, il faut que j'aille plus loin que la structure de données usuelle des nombres entiers, qui reste une structure basée sur la représentation binaire des nombres entiers, c'est-à-dire une espèce de longue séquence de bits. Et là, on va faire plus que ça, on va se donner une représentation. Je pense qu'il y a un nom que Gérard connaît mieux que moi, qui est représentation dichotomique ou... Oui, c'est les trucs donc au lieu de représenter mes grands nombres comme une longue séquence, une longue liste de bits, de représentations binaires, je vais le représenter non pas comme une séquence, mais comme un arbre binaire. Donc, si je réfléchis au nombre 12 345 678, eh bien, je pourrais le représenter de cette manière-là si je décidais que dans chaque feuille, je n'ai que des nombres qui s'écrivent sur 2 chiffres. Dans la réalité, les feuilles que je vais utiliser, les nombres la façon dont je vais les représenter, ça va être basé sur la base 2. Et puis ce que je vais mettre dans les feuilles, ça va être les mots machines qui sont utilisés normalement dans mon langage de programmation. Ici, je vais me reposer sur Camel qui utilise des nombres de 31 bits. Donc mes feuilles de mon arbre binaire seront des nombres sur 31 bits. Et avec ce type de représentation-là, j'arrive à faire le calcul de mon million de décimales
Donc, à l'intérieur de Coq, et obtenir mon résultat. Alors, pour moi, c'est assez remarquable, je ne m'y attendais même pas. Je pensais que j'allais heurter un mur de complexité quelque part, mais ça fonctionne. En fait, bon, bien sûr, ça fait rire les gens qui font de l'algorithmique, parce que quand je discute avec Paul Zimmerman qui développe la bibliothèque MPFR, il me dit, moi, avec MPFR, ton million, je l'obtiens en quelques secondes. Mais moi, je suis en train de simuler symboliquement les calculs qui sont faits dans sa bibliothèque. Je n'ai pas fait toute la programmation de MPFR et je n'ai pas envie non plus d'ajouter MPFR à Coq parce que j'ai déjà ma propre difficulté à m'assurer que dans Coq il n'y aura pas de bug. Si j'ajoute MPFR, je suis obligé de faire confiance à tous les développeurs de MPFR. Donc ceci conclut ce travail sur le calcul de pi. Je ne voudrais pas vous fatiguer trop longtemps. Faut noter que quand je vous ai parlé de l'algorithme qui permet de calculer une seule décimale, non pas toutes les décimales jusqu'à 1 million, mais seulement la millionième par exemple, bon, j'ai dit qu'il n'existait pas de tel algorithme pour la base 10, mais il en existe pour la base 16. Cet algorithme-là, il a aussi été vérifié par mes collègues à Sofia, Laurence Rideau et Laurent Théry. Et toutes ces expériences bénéficient vraiment du fait qu'on a déjà de nombreuses bibliothèques à l'intérieur du système Coq. Donc je suis très très fier qu'on parle des résultats de Coq sur l'étude des langages de programmation, comme le travail de Xavier Leroy sur Concert. Je suis aussi très fier de pouvoir dire qu'on peut aussi avoir des résultats spectaculaires dans d'autres domaines, et ceci en est un exemple. Donc Sylvie Boldo, Catherine Lelègue, Guillaume Melchion, je tenais à citer leur nom parce que c'est eux qui m'ont fourni la bibliothèque Coquelicot qui permet de faire l'épreuve sur les intégrales. Nicolas Magot a fait une vérification formelle de l'algorithme de racine carrée qui a aussi cette propriété de multiplier par 2 le nombre de décimales connues à chaque étape. Et Laurent Théry, Benjamin Grégoire et Maxime Dénès ont fourni toutes les possibilités pour avoir une exécution rapide de l'algorithme obtenu. Donc, je voudrais conclure l'ensemble de cet exposé. Donc, il y avait 2 parties, hein, une partie sur la présentation générale. Comment est-ce qu'on fait passer la théorie des types, qui était au fond le noyau, le petit cercle blanc au milieu de mon premier dessin sur l'architecture de Coq. Comment est-ce qu'on fait passer ça dans la pratique? On doit ajouter pas mal de couches autour. Et puis, pour moi, le vrai... Bien sûr, je suis un peu biaisé, je suis fondamentalement un utilisateur de Coq. Je ne suis même pas un théoricien du système. Pour moi, c'est vraiment important cette idée qu'on arrive maintenant à accumuler des bibliothèques et on peut faire avancer ce travail en utilisant les résultats des autres, exactement comme les mathématiciens le font. Enfin, exactement. On n'arrive pas à aller aussi vite que les mathématiciens, mais peut-être qu'on y arrivera dans le futur. Et je pense que Coq, la théorie type en général et Coq probablement en particulier, sont amenés à être très utilisés dans le futur, aussi dans l'industrie, parce que le type de qualité qui a été illustré par Concert pourrait intéresser beaucoup d'acteurs du monde des hautes technologies. Et pour arriver à ça, il faut absolument qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs. Il est important qu'il y ait un gros effort de formation autour de ce langage. Et c'est un peu ce qui me réunit avec Pierre Castéran, qui malheureusement ne peut pas être là, c'est qu'on a aussi essayé d'intervenir sur cet aspect-là. Et ce qui est encourageant avec le système Coq, c'est que si on le compare avec les autres systèmes de preuve, pour celui-là, il y a vraiment beaucoup de bouquins qui sont écrits maintenant. Bien sûr, quand on a travaillé sur ce sujet avec Pierre, on a réussi à être les premiers, mais maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il y a 5 ou 6 livres dans le monde qui ont été écrits sur le système Coq. Il y en a un en japonais, il y en a un en chinois qui est la traduction de celui qu'on a écrit avec Pierre. Donc, pour moi, tous ces aspects-là concourent au succès futur. Je vais arrêter là. Je crois qu'il y a un truc intéressant là-dedans, c'est que les mathématiques, ça a toujours été un effort collectif. C'était moins vrai pour la programmation.
Il y a quand même il y a évidemment des choses comme G++ qui sont ou Linux, etc., mais c'est pas très répandu. Et c'est en train de revenir vrai avec des systèmes comme Coq dans des domaines très très variés. Et il faut se rendre compte que tout le monde pensait que c'était complètement impossible de faire ça il y a très peu de temps. Il y a 20 ans, ce qui est très peu de temps à l'échelle des maths, personne ne croyait que ce serait possible d'arriver à ce niveau-là, je pense. Oui, Gérard Huette avait une boutade qu'il aimait bien répéter, c'est les preuves formelles sont l'avenir de l'informatique. Elles ont toujours été l'avenir de l'informatique et elles le seront toujours. C'est ça. Mais enfin, les grands théorèmes de maths comme Feit-Thomson, la preuve de Feit-Thomson, la preuve originale de la classification des groupes d'ordre impair, la preuve fait 255 pages, je crois par là, Ouais. 255 pages de maths en version condensée. Donc c'est 2 volumes de American Mathematical Monthly. Et elle commence par un petit avertissement disant que pour lire cette preuve et la comprendre à quelqu'un qui connaît le sujet, il faut 1 an. Et maintenant, elle est en machine, donc il faut retour chariot et une paire d'heures pour qu'elle soit finie. C'est quand même assez extraordinaire. Il y a un aspect cumulatif qui est très très fondamental dans la relation théorie-pratique. Et les matheux n'ont pas besoin que ce soit juste. Les matheux, ils sont moyennement intéressés par ça souvent parce qu'ils disent « mais nous, on s'en fout, ce qui nous intéresse, c'est de faire des nouvelles maths ». Mais bon, vous avez vu sur les trucs de SAT, qui sont quand même très différents, ben oui, on fait aussi des nouvelles maths. Voilà, question. En théorie des graphes, on a souvent des preuves extrêmement compliquées. Et même en dehors du théorème des 4 couleurs ou des résultats de Robertson et Seymour, en tant que lecteur ou rapporteur, encore pire pour des articles soumis pour publication, on a des trucs assez illisibles et d'autant plus difficiles à lire et sans doute aussi à formaliser en Coq. C'est qu'il y a beaucoup de « il est clair que » ou des résultats, par analogie, etc. On ne répète pas la preuve parce qu'elle est semblable, etc. Alors, je me dis que, bien sûr, ça serait intéressant de formaliser tout ça en Coq, et autrement dit, que les gens, ils écrivent la théorie des graphes en fournissant des preuves vérifiables par machine. Mais j'imagine que ça demanderait un temps considérable pour formaliser, tout cet aspect de la théorie des graphes. Là, il y a cette question, enfin cette remarque me suggère deux réactions. La première, c'est on a beaucoup de contacts avec les gens qui font de l'arithmétique sur ordinateur. Et donc ils sont dans des situations similaires. Ils trouvent qu'ils ont beaucoup trop de papiers à vérifier, dans lequel les preuves deviennent de plus en plus ardues, parce qu'ils font des optimisations très très précises dans des endroits très très profonds des articles. Et il est très difficile de conserver la lisibilité, même pour les auteurs, c'est très difficile de conserver la lisibilité des articles jusqu'au point clé. Et donc, Jean-Michel Muller a fait beaucoup d'efforts pour établir des ponts avec notre équipe. Et Sylvie Boldo et Guillaume Melchion, dont j'ai cité le nom plusieurs fois, en sont des exemples. Il considère que c'est crucial pour la communauté de la de l'arithmétique des ordinateurs d'avancer dans cette direction-là, parce que leurs articles deviennent essentiellement très très difficiles à référer. La deuxième réaction est en comparaison avec Vladimir Voïvodski, qui a fait énormément. Vladimir Voïvodski, qui est un spécialiste de mathématiques en théorie de l'homotopie, et à Princeton. Enfin, il est décédé l'année dernière. Il avait des articles qu'il avait publiés au tournant des années 2000, dans lesquels il affirmait des choses, et il avait déjà une très très forte réputation mathématique. Et il s'est rendu compte 10 ans plus tard qu'il avait dû faire une erreur. Donc il y a eu deux phénomènes se sont produits. Premièrement, il y a Carlos Simpson, qui est un autre mathématicien du domaine de la géométrie
algébrique qui a dit moi j'arrive à une conclusion qui est incohérente avec le travail de Voïvodski. Mais je ne sais pas dire si c'est lui ou si c'est moi qui m'ai trompé. Et donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est que Vladimir Voïvodski lui-même était arrivé dans une situation où il a dit moi je suis certain qu'il y avait une erreur dans cet article, que j'ai écrit moi-même il y a 10 ans, et personne n'a corrigé mon travail. Et là, il disait, là j'ai un problème, c'est que quand vous obtenez un certain niveau de notoriété, dans son cas il avait la médaille Fields, en fait les gens ne vérifient plus votre travail. Donc moi je ne peux plus faire de mathématiques. Il y a même eu le cas pour les 4 couleurs. Parce que Georges Gontier, quand il a fait la preuve du théorème des 4 couleurs, il y avait 2 preuves. Enfin, le papier original de l'appel à Ken en 1976, je crois, était en 2 morceaux. Un papier de maths et qui montrait qu'on pouvait se ramener à un ensemble de cartes finies et la coloration des cartes finies. Donc les matheux avaient dit le papier de maths, il n'y a pas de problème, mais par colorier les cartes finies avec un ordinateur dans les années 76, en assembleur, c'était assez normal de penser que c'était suspect. Mais quand il a fait la vraie preuve en coque, il s'est aperçu que c'est le papier de maths qui était faux. Et que le papier de maths utilisait allègrement un théorème de Jordan en géométrie discrète qui n'existe pas. Donc il a été obligé de refaire complètement le papier de maths, alors qu'il n'y avait aucun problème avec les cartes. Oui, il en a profité pour simplifier les cartes, mais donc là c'était le papier de maths. Comme il dit, on ne peut pas dire qu'il était faux, il y avait des affirmations beaucoup trop rapides. Donc le résultat finit par être juste. Mais alors il y a quand même pas mal de parties de maths où c'est pas comme ça. Mais bon, c'est assez intéressant parce que dans les formalisations, par exemple, il y a des questions. Jean-Paul Delahaye m'a sorti un truc tout à fait extraordinaire. L'autre jour, il y a un problème de maths dans le plan qui est très simple. On veut savoir combien de couleurs il faut pour colorier tous les points du plan de telle manière à ce que 2 points qui sont à distance 1 ne sont pas de la même couleur. Il y a un problème qui se pose juste dans le plan. Et il y a 2 réponses en maths à l'heure actuelle qui sont contradictoires. On ne sait pas le prouver directement, bien sûr, mais il y a 2 réponses contradictoires. Si on prend l'axiome du choix général, alors on peut démontrer que dans ce cas, si on accepte l'axiome du choix général, il faut une infinité de couleurs, et si on accepte l'axiome du choix dénombrable, il en faut 2. C'est-à-dire, si ce n'est pas infini, ça ne peut pas marcher, mais ça ne prouve pas que ça marche avec infini. Et si on prend une vraie infinité de couleurs, autant que les nombres réels, ça marche. Et par contre, avec l'axiome du choix dénombrable, eh bien, il en faut un nombre fini. Donc, alors là, personne ne comprend le genre de résultat. C'est assez fantastique. Et on est vraiment aux limites de l'axiomatisation. C'est-à-dire, on ne sait plus ce qu'elle veut dire, quelque part. Parce que le problème n'a rien à voir avec l'axiome du choix, a priori, lui. Donc, pour en revenir à la question de la théorie des graphes, c'est si la communauté de théorie des graphes commence à avoir des doutes sur ses propres résultats qu'il se passera quelque chose. Ouais. Je n'ai pas dit que la communauté avait des doutes, c'est que moi qui ai des doutes. Non, mais moi, je ne l'ai pas dit non plus. J'ai mis une Attends. conditionnelle devant. J'ai dit s'ils commencent à avoir des doutes, il se passera quelque chose. Mais tant qu'ils n'auront pas de doute, il n'y a pas de raison qu'il se passe quelque chose. Mais par exemple, c'est très intéressant de savoir que sur le problème de l'arithmétique des ordinateurs, les enjeux sont colossaux. Le flottant est normalisé, c'est pas si vieux que ça. C'est un prix Turing, la normalisation du flottant. Hein. Et avant, 2 machines, moi, quand je suis arrivé à Sofia, il y a des gens qui ont dit, on avait 2 machines de puissance égale, qui étaient vraiment de puissance égale. On a choisi d'acheter le VAX parce qu'il convergeait 100 fois plus vite que l'IBM. Notre algorithme convergeait 100 fois plus vite de l'IBM. J'en déduis donc que votre algorithme était faux dans les 2 machines. D'accord, ils avaient du mal à comprendre ça, mais c'était évident. Un algorithme qui va 100 fois plus vite à cause d'un demi flottant, c'est qu'il est probablement faux des 2 côtés. Mais le problème, par exemple, ça a été de normaliser sinus. Normaliser sinus, ça a mis 20 ans. Avant, sinus n'était pas portable de machine à machine. Maintenant, l'exponentielle n'est pas normalisée encore. Donc, ils travaillent sur des problèmes centraux, c'est-à-dire qu'un programme n'est pas portable. Un programme avec sinus n'était pas portable jusqu'à il n'y a pas très longtemps entre 2 machines. Maintenant, il l'est. Et les preuves de tout ça sont abominables. C'est la vie, alors que ça sert à tout le monde, ça. Je veux dire, calculer des sinus, il y en a un paquet des gens qui font ça. Ben, tous les astronomes. Donc, c'est des problèmes complètement sérieux. C'est rigolo, parce que ça va chercher hyper loin. Oui. Donc,
pour reprendre cet aphorisme entre la théorie et la pratique, donc en théorie, une preuve en Coq et une preuve en Agda et une preuve en Isabelle, c'est pareil, c'est un lambda calcul typé dans le calcul des types dépendants avec type inductif. En pratique, est-ce qu'effectivement, tu appelles de tes voeux le développement de bibliothèques énormes qui ferait plein de choses, est-ce qu'on peut envisager de faire des compilateurs de Coq vers Agda et vers Isabelle, etc., pour pouvoir importer toutes ces bibliothèques les unes dans les autres? En théorie, ces trois systèmes sont différents. En théorie, ces trois systèmes sont différents. À flûte. Donc déjà, en Coq, on utilise une avancée qui est dont la correction, je ne sais pas dire comment dire, le fait que ce ne soit pas dans l'innocuité a été démontré par Thierry Coquan, c'est l'imprédicativité. Donc c'est la possibilité de définir une nouvelle propriété par quantification universelle sur toutes les propriétés, ce qui semble être un peu, ça semble bouclé puisqu'on définit quelque chose en parlant de plein de monde et en particulier de soi-même. Donc c'est un peu bizarre. Mais Thierry Coquan, son résultat principal, le résultat fondateur du calcul des constructions, c'était qu'on pouvait le faire et avoir un système logique cohérent. Agda refuse l'imprédicativité. Donc il y a une différence à ce niveau-là entre les deux systèmes. Le système logique dans Isabelle, c'est un système basé sur la logique classique. Donc ça utilise la théorie des types simples pour faire les formules et pour pouvoir décrire les formules logiques. Mais dans ce système-là, on ne décrit pas dans le même langage les programmes et les preuves. Les preuves sont des objets d'un autre monde. Et donc la construction logique, elle est complètement différente. On n'utilise pas ce principe de Curry-Howard qui dit que les preuves et les programmes sont de même nature. Oui, ça c'est vrai. Une caractéristique fondamentale de Concert, c'est que les programmes sont extraits automatiquement des preuves. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme écrit à la main autre que la preuve. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Enfin, non, pas pour toutes les parties. Pas pour toutes les parties. Il y a aussi des vérifications a posteriori. Ouais, ce qui se passe, c'est que... non, il y a aussi des choses qui sont, par exemple, les optimisations sont vérifiées a posteriori. Mais il y a quand même un point commun à connaître entre Coq et Isabelle. C'est que Coq, un de ses créateurs initiaux, c'est Gérard Huette, et qu'Isabelle, c'est le nom de sa fille. Et c'est pas par hasard. Non, c'est pas par hasard. Donc, je vais être un peu plus précis. Dans la description du calcul des constructions tel qu'on faisait dans la première moitié des années 90, on insistait sur le fait qu'on allait pouvoir faire des preuves d'existence de valeurs, et que ces preuves d'existence de valeurs étaient éminemment constructives, et que donc on pouvait extraire de ces preuves-là un algorithme qui construit la valeur dont on a prouvé l'existence. Cette approche a été défendue comme la façon de développer en Coq dans la première partie des années 90. Mais quand on a écrit le livre avec Pierre Casteran, par exemple, on se démarquait un peu de cette approche. Et on expliquait qu'on pouvait définir les algorithmes comme des programmes dans un langage, dans un lambda calcul fondamentalement le même que celui de OCaml, et ensuite faire les preuves de ces algorithmes-là en utilisant bien sûr le même langage, mais pas en mélangeant ensemble la preuve et l'algorithme, comme on l'aurait fait dans les années 95. Donc c'est pour ça que je dominais de la tête lorsque Gérard disait on peut extraire. En fait, dans Concert, on a réellement écrit l'algorithme séparément, comme si on l'avait écrit en OCaml. Et après, on a fait la preuve dessus. Enfin, mais il est écrit en Coq. J'ai dit on, c'est pas moi, c'est ce que l'auteur a fait. C'est ce qu'on fait pour SRN. Et donc, cette distinction-là, elle n'est pas si importante que ça entre Isabelle et... On va arrêter. Elle n'est pas aussi importante entre Isabelle et Coq, puisque au fond, si je voulais faire la même chose en Coq, je ferais la même démarche. J'écrirais dans le langage simplement typé de Isabelle un algorithme, et je ferais des preuves
qui ne se retrouveraient pas dans le même langage, mais c'est pas crucial. Alors, il suffirait que les preuves existent. Et d'ailleurs, ça n'existe pas en Isabelle, mais il y a un langage qui s'appelle CakeML, qui est une implémentation de ML, donc dans ce cas-là, c'est pas C, mais c'est ML, qui est développé en HOL, et c'est cette approche-là qui est utilisée, donc ça fonctionne. Alors après, l'idée de traduire les bibliothèques d'un système de preuve à l'autre, c'est quelque chose qu'on caresse depuis une quinzaine d'années. On n'y arrive jamais vraiment très bien. Et une des raisons pour laquelle on n'y arrive pas très bien, c'est qu'avec le langage, si j'utilise Google Translate pour traduire Shakespeare en français, ben, je vais obtenir du théâtre de mauvaise qualité. Et donc, actuellement, on essaie d'avoir des outils automatiques, mais ce qu'on obtient, c'est du théâtre de mauvaise qualité. Et donc, on n'a pas envie de construire des développements majeurs dans lesquels on va avoir toujours besoin d'intelligence humaine au-dessus de textes qu'on arrive à peine à lire parce qu'ils sont écrits dans un style déplorable. Et je pense que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire, si je prends de l'Isabelle, je le mets en coq, ce sera déplorable. Mais si je prends du coq et j'essaie de le mettre en Isabelle, les chances sont que j'obtiendrai également un résultat déplorable.